François Couplan nous fait le plaisir et l'honneur de participer à cette première édition de Botanica organisée par la Cité des Sciences et de l'Industrie. François, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Merci d'être Olivier, avec c'est un nous. nom de plante. Pardon? Olivier, c'est un nom de plante. Là, on était en Corse, il y avait Absolument. plein d'oliviers partout. C'est chouette, ça. Comme quoi, vous voyez, on Ouais. reste dans. Donc François, vous êtes ethnobotaniste, vous êtes écrivain, vous Bon. avez publié plusieurs ouvrages sur la question, notamment l'herbier végétal, me semble-t-il. Non, pardon, c'est pas ça, c'est pas l'herbier végétal, c'est le régal végétal et l'herbier gourmand. On aura Moi, il y a l'occasion le d'y revenir. végétal et l'herbier à côté, aussi l'herbier gourmand. J'ai des herbiers aussi. Absolument. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier d'ethnobotaniste? Ah, alors, si on prend ça au sens large, c'est-à-dire pas sous forme de métier, ethnobotaniste, ça veut dire la personne qui s'intéresse aux relations entre l'homme et le végétal, donc en particulier les usages des plantes, ce qui veut dire qu'on est tous des ethnobotanistes. Quand on mange une pizza, le blé, ça a une histoire, les tomates, ça a une histoire, même le fromage, finalement, c'est de l'herbe transformée. Donc le rapport comment dire, entre l'homme et le végétal, c'est voilà, c'est immense et c'est de tout temps. Voilà. Sauf que l'ethnobotanique, lui, il essaie de conscientiser un petit peu tout ça et il a des pistes, des axes de recherche. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les rapports entre l'homme et les plantes, ce sont les plantes qui se consomment, les plantes qu'on peut manger, mais avec toutes les implications que ça peut avoir sur la santé, sur le rapport à la nature, sur l'environnement et sur sa relation au monde, au final, mais c'est le plus important. Justement, voilà, vous me tendez une perche puisque je voulais évoquer votre domaine de spécialité, ces fameuses plantes sauvages comestibles. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que en Occident, grosso modo, on en consomme sur une base à peu près régulière une trentaine, mais de par le monde, il y en a plus de 80 000 que vous avez recensés, c'est bien ça? Oui, alors tout ça sont des chiffres qu'on jette un petit peu pêle-mêle pour donner des idées, hein. Sont les ordres de grandeur qui parlent. Et les ordres de grandeur montrent bien que, ben, ma foi, on n'utilise pas beaucoup de ce que nous offre la nature, si on veut dire ça comme ça. Oui, très bien. Donc, je l'évoquais à l'instant, hein, vous avez publié deux ouvrages de référence sur le sujet, notamment un, donc je crois que c'est l'herbier gourmand que vous avez. 112, 112 ouvrages. Pardon? 112. 112. Très bien. 112, Un, ouais. oui, 112. Il y en a un donc que vous avez coécrit avec le grand chef Marc Vera, si je ne m'abuse, hein. Ah ouais, mais vous ne vous abusez pas. Non, non, c'est tout à fait juste. Je crois même d'ailleurs il me semble qu'il vous qualifie de plus grand botaniste du monde, donc j'espère que vous apprécierez le compliment. Blague à part, J'apprécie, c'est certainement pas en taille, hein. C'est certainement pas en taille, donc ça doit être spirituellement, je suppose. C'est son point de vue. j'imagine, sans doute, ces ouvrages illustrent la formidable richesse de ce type de plantes. Si vous deviez essayer de faire comprendre au grand public quelles sont leurs grandes et leurs principales vertus, que diriez-vous? Ben, leur principale vertu, c'est d'être là. Leur principale vertu, de loin, c'est d'exister, simplement. Et prendre conscience que les plantes existent, c'est quand même vachement fondamental. Dans les plantes à fleurs, on a 300 000 espèces, peut-être 400 000 si on compte tout ça. Après, il y a encore les insectes et tout ça, mais je veux dire, c'est la diversité du monde vivant et nous remettre nous un petit peu à notre place dans tout ça, ça fait vachement du bien. Voilà. Ensuite, ce dont il faut se rendre compte, ce dont il faut être bien conscient, c'est que dans les plantes, il n'y a pas sur Terre la vie telle qu'on la connaît. Déjà sur Terre, il n'y a pas nous. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'êtres humains qui sont une forme d'animaux. Eh bien, ça, c'est du fait des plantes, de leur fonction, de la photosynthèse, de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ça nous remet aussi un tout petit peu à notre place. Voilà. Et ensuite, pour moi, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que les plantes sauvages, comestibles bien sûr, sont notre alimentation de base, normale. On en a changé il y a 10 000 ans. 10 000 ans, c'est pas vieux. Et ce sont elles qui contiennent tous les nutriments dont on a besoin, dont notre organisme a besoin. Et donc, si on les consomme régulièrement, ça fait du bien à l'organisme, ça garde en bonne santé, ça favorise le système immunitaire. Par les temps qui courent, ça fait pas de mal. Et de toute façon, en général, ça fait du bien. J'entends bien, je sais que
vous en avez recensé énormément. Vous avez voyagé sur absolument tous les continents pour pouvoir les Il découvrir. n'y en a que 5 des continents. Hein. Il n'y en a que Oui, 5 mais des continents. malgré tout, le monde est vaste. J'ai pas attendez. Le monde est vaste, surtout en ce moment, ouais. Surtout en ce moment où on Absolument. peut pas tellement bouger. C'est bon. Mais voilà, on explore localement en ce moment. Absolument. Et le monde local est vaste aussi, de toute façon. Est-ce que vous pourriez donner quelques illustrations de plantes comestibles sauvages remarquables, certaines qui ont vraiment retenu votre attention pour différentes raisons? Alors, remarquables, celles qui sont vraiment, oui, bon, effectivement, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres d'un point de vue gustatif, certainement d'un point de vue nutritif, en ce qui concerne aussi leur abondance, leur facilité de récolte, bien sûr. Donc, je peux parler de quelques-unes de ces plantes qu'on va trouver dans nos régions. Euh, la plus connue, c'est l'ortie, parce que l'ortie d'ailleurs, c'est pas bien de dire l'ortie en fait, c'est une ortie, c'est l'ortie dioïque, parce qu'il y a plusieurs espèces. Et ça, je mets tout de suite l'accent là-dessus. Certainement, on en reparlera. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'être précis, quoi. Voilà. Donc, l'ortie dioïque, la grande ortie, elle pousse à peu près partout. Elle est facile à reconnaître. Elle a été pas mal étudiée nutritionnellement, d'un point de vue des analyses nutritionnelles. Et il y a vraiment, ben voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a 8 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Il y a du magnésium qui est rare dans les légumes cultivés. Il y a du fer, 3 fois plus que les épinards. Il y a du calcium autant que dans le fromage. Ça, c'est quantifié, c'est vraiment quantifié. Il y a aussi des protéines, autant de protéines que dans le riz, sauf qu'elles sont équilibrées en acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur nutritionnelle que les protéines animales, c'est-à-dire les œufs, le fromage, le poisson, la viande. Et ça, on ne le sait pas. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, je veux dire, c'est un bon exemple de cet apport vraiment fondamental que les plantes peuvent avoir. Et c'est dommage de s'en passer. Alors, il y a des tas d'autres plantes qui existent. La berce, la berce spondyle, par exemple. Les gopodes, qui sont des plantes extrêmement communes, qui sont très bonnes au goût, dont on peut consommer des quantités importantes sans avoir de problème, parce qu'il y en a d'autres, comment dire, on est fait pour avoir une alimentation variée, voilà, donc on ne peut pas tout manger n'importe quoi de loin, il faut savoir, mais ça s'apprend, évidemment, c'est pas très compliqué, voilà, mais on ne peut dans ce cas-là qu'extrapoler, parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur comment est-ce qu'on peut dire, les vertus nutritionnelles des plantes, ni sur les vertus médicinales d'ailleurs, qui généralement vont de pair. Finalement, en fait, on ne sait pas grand-chose sur les plantes sauvages. Mais voilà, moi j'en ai recensé en Europe à peu près 1600 qui sont comestibles. Donc 1600 par rapport à une trentaine de plantes consommées, allez, une soixantaine si on pousse un peu le bouchon, une soixantaine de plantes cultivées habituellement, ça laisse de la marge, quoi, de la marge d'exploration et d'appréciation. Bien évidemment. Vous avez créé l'Institut de recherche sur les propriétés de la flore. Et à travers cet institut de recherche, vous faites la promotion d'une agriculture naturelle visant à semi-cultiver la végétation spontanée. Qu'entendez-vous par là précisément? Alors, ce que j'entends par là, c'est que il me paraît intéressant quand on a un terrain tel quel, quand on a un terrain, on a cette notion de propriété, hein, on se l'approprie et on se dit, voilà, il faut que j'en fasse quelque chose parce que je peux pas laisser la nature faire ce qu'elle veut. Voilà, et en plus, bah, ma foi, et là, ça devient normal, il faut que je puisse vivre, donc il faut que j'en tire quelque chose. Voilà. Donc, moi, ma proposition, c'est de regarder ce qui pousse directement quand on veut cultiver pour se nourrir. Si on sait qu'on peut, comment dire, cultiver, enfin, plus exactement, se fournir sur un terrain en aliments végétaux, en l'occurrence, diversifiés, et qui existent là, c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus simple, j'irais jusqu'à dire beaucoup plus intelligent, mais on pourra discuter de ça si on veut, de ce terme, mais en tout cas beaucoup plus normal, je dirais, que de chercher à modifier totalement son terrain pour y faire pousser les produits végétaux dont on a l'habitude et qu'on pense être les seuls qu'on peut consommer. Là, on est en plein dans de l'ethnobotanique, là, avant d'être dans l'agriculture.
Les deux vont de pair d'ailleurs. Absolument. Cette forme d'agriculture dont vous venez d'esquisser le portrait à grands traits, qui utiliserait donc les ressources ponctuelles du vivant, ça n'est pas sans rappeler un précepte de la permaculture, notamment. Et il me semble que vous êtes d'ailleurs un des France de la permaculture. Cette forme d'association, on va dire, ça rappelle un petit peu ça. Alors faut dire les choses telles qu'elles sont. Permaculture, j'ai connu ça dans les années 70, ça arrivait d'Australie, j'étais aux États-Unis, j'ai traduit les bouquins de Mollison, enfin les premiers en français, et ça me plaisait, c'était bien, mais quand même, il y avait quand même quelque chose de bizarre, et deux choses qui sont bizarres. La première, c'est l'histoire de la zone 5. La zone 5, c'est la zone qu'on laisse à la nature. Alors nous, maintenant, en Occident, en France, on n'a pas suffisamment de surface, donc la zone 5, elle passe à l'as. Qui en parle, qui laisse de la nature sauvage dans son terrain. Pourtant, ça, c'était un des préceptes de base de la permaculture, et c'est l'une des choses qui m'avait beaucoup plu dans les concepts de Mollison et de Holdren, parce que la permaculture, faut pas se leurrer, c'est de la gestion, hein, c'est de la gestion de l'espace, mais il y avait cette notion on garde une partie de son terrain pour la nature. Alors, quand même, il faut relativiser, le verre était dans le fruit, hein, il faut le dire, c'est que cette nature, elle était conservée pour servir à l'homme si jamais il en était besoin. C'était pas exactement Saint François d'Assise. Saint François d'Assise lui disait, quand vous cultivez un jardin, vous devez en laisser une partie en friche, sans la cultiver, pour glorifier l'œuvre de Dieu. Holgrim et Mollison, ils disent, c'est bien si vous en laissez une partie sans rien y faire, mais pour que ça puisse vous servir de réservoir, de quoi que ce soit, au cas où vous en auriez besoin. C'est pas tout à fait le même principe, ça en est pas loin, c'est pas du tout la même approche. Ça, c'est une chose. Et puis quand même, autre chose qui est un peu choquant dans la permaculture, c'est quand même quand on voit dans les bouquins de Mollison et quand on voit comment ça a été mis en œuvre par Seppelter, par exemple, en Autriche, le bulldozer, il va bon train, quoi. Je veux dire, on n'hésite pas à modifier totalement son environnement pour en faire un environnement idéalisé et qui correspond mieux à ce qu'on désire. Donc la permaculture, c'est vachement gentil, c'est vachement sympa, mais c'est quand même toujours une domination de la nature par l'homme, enrobée avec des termes jolis, enrobée avec, comment je peux dire, des idées, des concepts et des notions intéressantes. Le problème, c'est que la plupart des gens en sont pas conscients. À mon avis, hein, j'ose me permettre de dire ça, c'est ce qui me semble. Hein. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça part à volo, comme on dit, quoi. Donc, c'est vrai que dans la permaculture, on dit il faut observer, mais il faut observer pour transformer ensuite, quoi. C'est pas du tout la même approche, en fait. Moi, je reviens à Saint François d'Assise. Je m'appelle François, hein, François d'Assise, c'est mon saint patron. Et je trouve qu'il disait des choses vachement chouettes. Le pape, d'ailleurs, dans son encyclique, le Laudato aussi, il y revient à François d'Assise, il revient à ces notions. Alors, bon, comment je peux dire, on ne peut pas, à mon avis, faire quelque chose de juste quand on n'a pas un concept juste. Ah, mais voilà, c'est des choses à remettre en perspective, vraiment à remettre en perspective, honnêtement, quoi. Puis la permaculture, c'est devenu une mode, quoi. C'est comme les plantes sauvages, après le travail qu'on a fait avec Marc Vera, c'est devenu une mode. Puis à tous les chefs cuisiniers, ils veulent faire des plantes sauvages. Ils vont à Rungis, si j'achète un petit bouquet de stellaire, ils mettent 3 brins de stellaire sur l'assiette, et ils disent, je fais de la plante sauvage. Bon, il y en a qui font mieux, hein, évidemment, je critique, bien sûr. Mais c'est pour dire, quand on veut faire les choses bien, il faut faire les choses bien, et pas tergiverser. L'enfer est pavé de bonnes intentions et l'homme, il est quand même un petit peu tordu, il faut le dire. Il faut vraiment se regarder droit dans les yeux, dans la glace, quoi, quand même. Tous les jours, tous les matins. Justement, pour faire les choses bien, le grand public, et moi le premier d'ailleurs, souffre d'une méconnaissance totale des plantes sauvages comestibles. Comment pourrait-on s'y prendre pour faire en sorte que cette connaissance puisse être plus largement diffusée? Alors, la toute première des choses, de toute façon, comment je peux dire, d'une façon générale, c'est de rien faire. Rien faire, plus exactement, c'est d'être, quoi. D'être plutôt que de faire. Mais le faire, il va commencer par l'observation. Donc ça veut dire, vous descendez en bas de chez vous, vous avez des plantes.
vous commencez par les observer. Vous les touchez, vous les regardez, vous les sentez. Si elles sont comestibles, vous les goûtez. Si elles font du bruit, vous écoutez. Enfin, bref, se relier avec les plantes par tous ces sens. C'est à la portée de n'importe qui et les enfants le font spontanément. Sauf qu'il y a des parents qui viennent derrière eux et qui leur disent touche pas, c'est du poison. Touche pas, je sais pas. Donc, on est dans un cercle, évidemment, qui est basé sur la peur, basé sur la méconnaissance, et qui fait que on n'avance pas très bien. Donc, une façon de débugger le truc, c'est pas compliqué, c'est d'aller sur le terrain avec quelqu'un qui connaît, quoi. Voilà. Et comme la transmission, c'est toujours fait. Hein. La grand-mère avec la petite fille ou le petit-fils, c'est souvent comme ça. L'oncle avec le neveu, ou à la campagne, ça se faisait beaucoup comme ça. Sauf que à la campagne, il y a le problème, c'est qu'on ne voulait pas ramasser les plantes. Enfin, on ne ramassait les plantes pour s'en nourrir que si on était pauvre, si on était riche et qu'on avait les moyens de faire autrement, on ne le faisait pas. Et quand on était pauvre et qu'on ramassait des plantes, ma foi, on se cachait parce que ça faisait pauvre justement de ramasser des plantes. Donc on a tout un travail à faire sur le statut social que confère l'utilisation des plantes. Là, merci aux cuisiniers, merci à Marc Vera au travail qu'on a fait ensemble, et merci aux cuisiniers hein, que j'ai un petit peu égratigné tout à l'heure, mais de dire, sauf ce qu'il faut, c'est être précis, quoi. Il faut être précis, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Mais maintenant, c'est vrai qu'on ne regarde plus les plantes sauvages de façon aussi, comment je peux dire, aussi dépréciative qu'on faisait dans le temps. Maintenant, manger des plantes sauvages, dans la plupart de nos milieux occidentaux, hein, parce qu'ailleurs, ça reste encore de la tradition, donc c'est encore en train de disparaître, sauf dans des pays comme le Japon, par exemple, où c'est toujours à la mode, mais même enfin, c'est pas la mode au Japon, c'est quelque chose qui est très ancien et c'est lié à la religion, c'est lié au Shinto, c'est lié au fait de développer un rapport avec la nature qui est vraiment concret, réel, quotidien. Voilà. Mais même en Crète, par exemple, le régime crétois, le véritable régime crétois, c'était la consommation quotidienne de tas de plantes sauvages pendant toute la période de l'année où il y en a, c'est-à-dire d'octobre à juin, en gros. Eh bien, c'est maintenant, on voit plus de hamburgers et de pizzas que de restaurants de plantes sauvages. Ça bouge tout ça. Donc on a un gros travail à faire pour réhabiliter encore ces plantes de plus en plus et d'une façon vraiment sérieuse. Et la seule façon de le faire vraiment, c'est d'avoir une relation réelle, concrète, sensorielle déjà avec les plantes sauvages et après ça va au-delà. Intellectuel aussi, Alors, encore une fois. vous évoquiez à l'instant donc l'importance fondamentale de l'observation. Vous qui avez beaucoup observé ces plantes, vous n'avez pas le sentiment que le réchauffement climatique qui ébranle vraiment les fondations du vivant menace le fragile équilibre dont on effleure la connaissance aujourd'hui? Non, alors le réchauffement climatique met en péril la société telle que nous, la société néolithique, agricole, telle que nous l'avons créée il y a 10 000 ans et développée jusqu'à maintenant. Le réchauffement climatique n'ébranle absolument pas les bases du vivant. Il n'y a pas des gens qui disent ça quand même, c'est pas vrai. Disons qu'on a quand même. Non, j'entends par là, je lisais il y a quelque temps une étude qui mettait par exemple en évidence le fait que depuis 1750, c'était plus de 600 espèces de plantes qui avaient disparu. Donc grosso modo, je crois que c'est plus encore que l'ensemble des amphibiens, des oiseaux et des mammifères réunis. C'était plutôt dans ce sens que je posais la question. Bon, sur les activités humaines en général, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est en particulier, la destruction des habitats. Je veux dire, quand on bétonne tout, quand on cultive tout, quand on pâture tout en voulant laisser les milieux ouverts pour, soi-disant, préserver la biodiversité, on fait le contraire, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est être capable de ne rien faire, mais de ne rien faire pendant assez longtemps. C'est vrai que le réchauffement climatique, oui, bien sûr, c'est aussi une donnée. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est lié aux activités humaines? Moi, je suis persuadé que c'est lié aux activités humaines, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème pour la nature, c'est un problème. Ah, si j'étais une espèce de plante menacée parce que je suis tout en haut
de l'étage alpin et que si ça se réchauffe, j'ai plus d'endroit où aller, là, effectivement, je me sentirais pas bien et je dirais le réchauffement climatique, évitez les gars, quoi. Si j'étais dans une plante subalpine et que le subalpin allait monter encore parce qu'il y a encore de la place, bon, je me dirais, ma foi, ça change pas grand-chose. Enfin, là aussi, on est dans le concept, quoi, et c'est un concept qui est complètement ambigu. On s'auto-flagelle tout en changeant pas tellement notre façon de faire. Parce que notre façon de faire, si on veut vraiment la changer, c'est mettre en évidence pour nous-mêmes, hein, bien connaître quels sont nos besoins et se rendre compte que tous, pratiquement, en Occident, on vit au-dessus de nos besoins. Mais qui a envie de changer? Qui a envie de changer? Moi, je vois pas grand monde qui a envie de changer. D'ailleurs, on n'est pas en train de changer, nous. Hein. Là, on est en train de poser sur Internet. Ça bouffe de l'énergie, hein, sur Internet. Puis je suis très content parce que, justement, ça favorise aussi, à mon avis, la prise de conscience de l'impact que notre espèce a sur le monde. Hein. Mais voilà, c'est pas en tout cas en s'auto-flagellant qu'on fait ça, quoi. Justement, moi, vous avez pour moi, d'une certaine oui. manière, vous avez un peu devancé ma dernière question, qui portait justement, mais vous avez bien fait d'ailleurs, hein, sur la manière dont on devrait plutôt s'y prendre pour essayer de préserver cet héritage végétal crucial. Oh. Ben, je l'ai dit, hein, c'est descendre en Exactement. bas de chez soi, descendre en bas de chez soi, s'asseoir au bord du trottoir et regarder la petite bergerette qui est en train de pousser entre deux pavés et dire que tu es belle et en même temps de dire merci. Voilà. Si on commençait par dire merci, eh ben, on serait moins dans cette recherche constante de plus, de davantage. Et à ce moment-là, on pourrait justement laisser les choses, voir les choses, percevoir les choses, ressentir les choses d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, et être plus, je dirais, dans la contemplation que dans la destruction, quoi. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. C'est très simple. Vous avez un jardin. Qu'est-ce qui vient dans votre jardin? Des plantes. Ah ouais, d'accord. Alors, les légumes qu'on a mis, bien sûr, mais ceux-là, ils se font étouffer par ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ok. Donc, vous voulez pas des mauvaises herbes. Pourquoi vous voulez pas des mauvaises herbes? Parce que vos légumes poussent, mais vos légumes, est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous en avez trop? Est-ce que vous en avez pas suffisamment? C'est une question qu'il faut vraiment mettre en mettre au clair, quoi, tirer au clair. Et moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de légumes, ils ont bien suffisamment, voilà. Et toutes ces plantes qui viennent toutes seules, plutôt que de les considérer comme des envahisseuses, comme des plantes à éliminer, que des plantes dangereuses, etc. Purée, laissez-les venir. Petit 1, dans ces plantes, il y en a plein qui pourront vous être utiles. Je viens d'écrire un bouquin, ça s'appelle Bienvenue aux mauvaises herbes du jardin. Vous voyez, regardez ce qui se passe et puis là-dedans, apprenez à les connaître plutôt que de tout mettre sur le combat. Parce que vous mettez du Roundup, maintenant, ça se fait plus, hein, évidemment, c'est mal vu. Mais vous les arrachez, vous le mettez sur le compost, ça c'est bio, quoi. Voilà. Mais plutôt que de faire ça, eh bien, utilisez la stellaire, utilisez le phénocote blanc, utilisez les amarantes, les plantes qui sont bonnes à manger, utilisez la camomille qui vous fera dormir et digérer et tout ça. OK? Mais en plus, le jour où vous serez capable de laisser telle plante, je sais pas, un vieux senson par exemple, tout décrépit comme ça, simplement parce qu'il est là, simplement parce qu'il existe, et ben là, vous aurez sauvé le monde. Bon courage. Eh ben, écoutez, je pense que c'est sur ces ultimes recommandations qu'on va pouvoir mettre un terme à notre interview. François, merci infiniment de votre participation. Heureusement, c'était cool. Hein, c'est toujours trop court, mais en tout cas, c'était un plaisir. Ouais. François, merci infiniment. Partagez, Olivier. Merci. Bonne continuation alors.